Merci à vous d'être là. Je suis vraiment heureux, là. On a un beau public aujourd'hui, puis on est content de la réponse que, a suscité cette activité-là. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Hélène Cauchon. Je suis directrice de Mérule Pleureuse depuis, janvier 2019 et aussi sinistrée de la Mérule, en 2014. Bon, ça fait une décennie de tout ça. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, au Québec par rapport à la Mérule Pleureuse. On a un programme d'aide financière qui est en vigueur jusqu'au 31 mars prochain. Le sera-t-il au 1er avril? Ça, on ne le sait pas encore, mais pour l'instant, on en a un qui est actif. On a une norme BNQ qui vise à harmoniser les travaux de réhabilitation, en fait, en lien avec les bâtiments contaminés. Mais il y a des éléments qu'on n'a pas encore beaucoup creusés au Québec, dont le traitement à air chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission La Facture à Radio-Canada a couvert beaucoup la problématique au cours de cette décennie-là. Il y a eu 3 reportages qui ont été faits au fil du temps. En 2016, il y a eu un reportage qui a été fait et l'équipe de La Facture s'était déplacée en France. Ils sont allés rencontrer différents experts français pour voir comment on gérait la problématique en France. Et une de ces personnes-là qui a été interviewée à l'époque, c'était M. Bolfart, notre invité aujourd'hui. À l'époque, il était en train de peaufiner sa technique. 8 ans plus tard, la technique, elle est utilisée, elle a été testée à de nombreuses reprises et maintenant elle permet de sauver des habitations et même des châteaux. Donc, c'est pas rien. Monsieur Wolfart va prendre le temps de nous l'expliquer aujourd'hui. C'est une présentation qui a beaucoup de contenu. Vous allez avoir, je suis convaincue, là, une foule de questions. Je vous inviterai peut-être à utiliser la section discussion. Il y a ma collègue Gabrielle qui est avec nous, qui va s'occuper de regarder un petit coup d'œil sur la section discussion. Puis on pourra prendre quelques questions à un moment donné. Le but étant de ne pas interrompre M. Wolfart à tout moment parce que je sais que la présentation va répondre à un grand nombre de questions. Pardon. On va quand même se garder une période de questions interactives à la fin de l'activité. Donc là, on pourra échanger, puis probablement que ça va nous amener vers d'autres aspects de la présentation qui n'auront pas été couverts. Donc, si ça vous convient, M. Wolfart, je vous céderai la parole dès maintenant. Bonjour à tous, à toutes. Donc je me présente, donc je suis David Wolfart. Je gère la société Hydrome Protect Conseil depuis maintenant 2016. Donc à l'époque justement où Radio-Canada était venu à la maison. Alors à ce moment-là, c'était vraiment tout frais puisque j'avais même pas construit le matériel. Je venais tout simplement de déposer le brevet. Et alors pour vous parler un peu plus de moi, alors à la base, j'ai une formation de biochimiste et plus particulièrement en biologie moléculaire. Et puis j'ai travaillé à peu près 20 ans tant dans l'industrie pharmaceutique que dans le matériel médical et en dernier, je travaillais en médecine nucléaire. Bon. Alors, par concours de circonstances, j'avais acheté une maison du fin 19e en 2010. Et en juin 2016, j'ai découvert la mérule chez moi. J'en avais pour une somme phénoménale de traitement, puisqu'à l'époque, j'en avais à peu près pour 180 000 euros de traitement. Donc, c'était impossible pour moi. Donc, j'ai travaillé sur la question, faute de pouvoir faire autrement. Et donc, j'ai déposé le système phare dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais articuler la présentation sur plusieurs volets. Un qui va correspondre qui va reprendre tout ce qui est normes et les objectifs normés, donc dans le cadre européen, ce qui se fait en France et en Europe. Euh, je vous parlerai également d'efficacité et donc également des garanties qui sont associées au traitement. Euh, Puis, alors, j'aborderai très succinctement la méthodologie classique, celle qui était utilisée historiquement au tout début en 2003, et puis de mon procédé qui s'appelle phare. J'aborderai ensuite tout ce qui est avantages et inconvénients, puisqu'il n'y a pas de technique miraculeuse, hein. Alors, il y a les avantages, mais il y a bien sûr également les inconvénients. Et une chose très importante, les outils complémentaires qui sont liés au traitement à air chaud. Et puis, je finirai par vous présenter des cas pratiques. Donc, ça sera surtout sous forme de diapo pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire
par traitement par air chaud, quel type de bâtiment on peut sauver. Alors, pour débuter, le traitement à air chaud, ce sont les seuls traitements qui sont encadrés aujourd'hui en France par une norme. Donc, c'est la norme française EN 1428 et le FD CNTR 15003 de son nom barbare. C'est très important parce que ce sont les deux seuls, c'est la seule méthodologie qui est encadrée par sa mise en œuvre de façon normée. Et c'est également les seuls traitements à être pleinement curatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on tue la mérule. Alors, on verra, cet aspect curatif, il est toujours lié à un objectif létal, qui est toujours un couple température, durée d'exposition à cette température. Alors, par terme à air chaud, on sous-entend toujours l'utilisation de chauffage à air pulsé. Jamais de chauffage infrarouge, etc. C'est à proscrire. On verra pourquoi aussi. Alors, le traitement par air chaud, il est 100% curatif, mais il n'est absolument pas préventif. C'est important d'en voir quels sont les impacts. Alors, c'est une méthodologie qui est aujourd'hui toujours peu utilisée en France, hein. Je suis la seule société à faire ce type de traitement. Et ce, malgré une homologation depuis 2004. Ben, on en verra également quelles en sont les raisons. Et puis, ben, malheureusement, le traitement à air chaud, il est toujours souvent perçu comme une solution alternative au traitement chimique. Alors, est-ce à tort ou à raison? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, le traitement à air chaud, il provient d'un projet ITCON qui a été élaboré par l'Institut technologique du Danemark et qui l'a rétrocédé gracieusement à la communauté européenne en 2003. Donc, on a aujourd'hui maintenant plus de 20 ans de, de, de traitement par air chaud. Alors, ITCON, en fait, ils sont partis de la constatation qu'il n'y avait pas d'uniformisation du traitement contre la mérule pleureuse en Europe. Chacun faisait un petit peu tout ce qu'il voulait. Euh, il y avait un coût élevé des traitements chimiques puisqu'il fallait passer par la case démolition et reconstruction, d'où un traitement long et difficile. Et puis, pour les bâtiments qui étaient classés au patrimoine, bah, on a bien sûr une perte du cachet historique. L'objectif d'ITCON, bah, il est tout simple, hein, c'est apporter une solution efficace avec l'apport des essais en laboratoire et également à l'échelle du bâtiment, donc in situ, par le biais de contrôle qualité, préserver autant que possible le patrimoine et puis avoir une technique qui est abordable en termes de coût et aussi de durée de traitement, puisqu'il faut bien sûr parfois reloger les habitants. Et puis tant qu'à faire, qu'ils soient respectueux de l'environnement et de ses occupants. Alors, en France, on a une norme qui s'appelle la NFEN 1428, qui date de juillet 2004, mais qui a été révisée en mars 2020, suite au nouveau règlement par la Communauté européenne sur les biocides. Alors, cette norme-là, en fait, elle évalue la performance des produits curatifs de préservation du bois, mais établie dans des essais biologiques. Ce n'est pas in situ déjà, c'est qu'en laboratoire. Alors, cette norme-là, elle ne traite que de l'efficacité minimale des biocides chimiques, insecticides et fongicides, hein. C'est également pour tout ce qui est insectes à larves xylophages et également pour tout ce qui est mérule pleureuse. Mais ces essais-là, ils sont obtenus uniquement en labo. Elle n'établit pas de protocole interventionnel, mais seulement des recommandations qui renvoient, elles, à des prescriptions d'emploi du fabricant. Donc, en fait, il faut simplement faire ce qui est indiqué sur le bidon du fabricant. Pour ce qui est des traitements biocides biologiques, donc le traitement à air chaud, elle renvoie vers le FD CNTR 15003 de mars 2013. Alors, il y a une homologation en France avec un décret d'application. Alors, là, il y a un bémol parce qu'en France, on a des organismes commerciaux, en fait, c'est des entreprises qui sont labellisées CTB, A+, ou Calibat. Alors, beaucoup de particuliers pensent que ce sont des normes, mais en fait, ce sont des recommandations qui valent règles professionnelles, mais ce ne sont pas des normes. Alors, pour ce qui concerne le FD TR 15003, donc lui qui encadre le traitement curatif par air chaud contre les organismes lignivores. Alors, il constitue un rapport technique qui va déterminer la mesure, la méthodologie interventionnelle, comment il faut faire, les applications, donc il y en a deux, la mérule pleureuse et les insectes à larves xylophages, et puis les objectifs, les couples température-durée à atteindre
pour chaque application pour être sûr d'être curatif. La particularité de la France par rapport à tout le reste de l'Europe, c'est qu'on est le seul pays dans la communauté européenne à avoir déclassifié la XP pour norme expérimentale en FD, pour fascicule de documentation, par insuffisance de retour d'expérience. Alors, on verra si c'est un avantage ou un inconvénient dans l'approche. Pour moi, en tant que développeur du procédé, j'y vois que des avantages. Et on verra pourquoi. Alors, les applications normées. Dans le traitement curatif, on va, pour ce qui est l'aspect fongique, uniquement s'occuper de Serpula lacrimans et d'aucune façon de tous les autres champignons. Des larves des insectes xylophages. Donc là, vous n'en avez pas beaucoup. J'en ai discuté avec Marie-Hélène, mais vous n'en avez pas beaucoup. Mais chez nous, en Europe, on a beaucoup de petites et grosses brièces. On a du Glyctus et du Capricorne. Et là, ça permet d'être curatif sur ces deux espèces-là, si elles sont en présence. Alors, ce qui est important, ce sont les objectifs létaux. Ce sont toujours un couple température-durée d'exposition minimale à obtenir au cœur des matériaux. Je parle bien au cœur des matériaux et pas en température ambiante. Donc, c'est-à-dire que si c'est un mur qui fait 50 cm de profondeur, il faut qu'on ait cet objectif-là à mi-mur, donc à 25 cm de profondeur. Donc, pour la mérule, il faut obtenir au moins 50 degrés pendant 16 heures dans les maçonneries ou dans les bois. Ça dépend des constructions, ou dans les deux. Pour l'exylophage, c'est au moins 55 degrés pendant 1 heure au cœur des bois, puisque ça ne concerne que les bois. Alors, il y a d'autres applications non normées, je ne vais peut-être pas aborder. Il y a dans les punaises de lit, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, dans l'assèchement des bâtiments, dans le traitement curatif des autres champignons. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, puisqu'on n'a pas d'objectifs létaux qui sont spécifiques. On a difficilement des couples température, durée d'exposition qui nous sont donnés. Et puis, je pense que c'est un leurre de faire ça, puisque tous les autres champignons hors mérule vont mourir de par l'assèchement. Il n'y a pas besoin de faire ni de traitement chimique, ni de traitement par air chaud. Alors, la particularité d'un fascicule documentaire par rapport à une norme. Le fascicule de documentation, il se distingue des normes et des normes expérimentales par son caractère essentiellement informatif. En fait, il ne contient aucune exigence. Pourquoi? Parce que s'il contiendrait des exigences minimales ou maximales, ça empêcherait au procédé de s'améliorer. Donc, ça permet, en fait, historiquement, on part d'un FD, ensuite on va vers un XP, et ensuite on termine par une norme. Le tout, durant tout ce laps de temps-là, on va se documenter, et puis ensuite on intervient vraiment, on arrive vraiment à quelque chose qui est figé. Bon, le fait d'aujourd'hui de ne pas avoir quelque chose de figé, ça permet de faire un peu ce qu'on veut, mais dans le bon sens. Voilà, on verra pourquoi, parce que le FD, par exemple, il ne s'occupe pas, il n'impose pas de réguler l'humidité au cours du traitement à air chaud. Et on verra que sur les maisons à ossature bois ou en fuste, c'est super important. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement à air chaud, c'est le seul traitement qui est reconnu et encadré par le Centre européen de normalisation. C'est une efficacité curative qui est reconnue et démontrée à la fois en laboratoire et in situ, à l'échelle du bâtiment. Et le protocole interventionnel, il est encadré aussi de façon à s'assurer de l'obtention des objectifs thermiques. Donc, ça va concerner surtout les travaux préparatoires avant de faire le traitement. Bon. Donc, ces points-là, ils sont majeurs parce qu'ils vont conditionner directement les efficacités qui vont être associées au traitement à air chaud. Alors, en termes d'efficacité, l'efficacité n'est valable que si on s'assure de l'obtention de ce fameux couple température d'au moins 50 degrés pendant 16 heures dans le bâti. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas traiter une surface, mais on va traiter l'ensemble des matériaux qui vont être présents dans un volume donné. Alors, il faut absolument déterminer quel est le volume exact à traiter et donc délimiter de façon précise la zone infestée, ne pas oublier de zone, et non plus ne pas traiter trop large non plus. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut que cette chaleur-là, elle soit vraiment homogène dans l'ensemble du volume donné, c'est-à-dire que dans les angles des pièces, par exemple, angle bas d'une pièce, on va avoir un point froid. Si on a un mérule là, il va falloir s'assurer
qu'on a de la chaleur qui arrive jusque-là. Donc, évitez absolument des points froids non contrôlés. Et il va falloir par ailleurs s'assurer que les matériaux soient traités en pleine masse. Et ensuite, alors, il faut prendre en référence l'endroit où l'épaisseur des matériaux sera la plus importante, c'est-à-dire d'avoir la massivité la plus forte. Mais attention, parce que le centre géothermique, il ne correspond pas toujours forcément à l'endroit où les matériaux ont la plus forte massivité. C'est-à-dire que je prends un exemple, le dessous d'une fenêtre, j'ai un mur de 50, de part et d'autre, puis le dessous de fenêtre, il est décaissé pour mettre un radiateur, et puis il fait 20 cm. Donc ça sera l'endroit le plus froid, mais c'est là où je vais avoir l'objectif qui va être des 50 degrés pendant 16 heures, qui va être atteint le plus facilement. Mais sur les côtés de la fenêtre, si j'ai 50 cm d'épaisseur au lieu de 25, vous comprenez bien que là, je n'aurai pas les 50 degrés. Donc il faut faire très attention à ça. Donc le traitement, il est non invasif. Alors, la difficulté, c'est comment s'assurer de la bonne délimitation de l'infestation. Alors, on verra qu'il y a des outils qui sont complémentaires au traitement à air chaud, qui vont permettre de délimiter l'infestation sans tout détruire. Ça, c'est très important. Alors, la méthodologie, donc, on va recourir à une caméra thermique pour repérer le point le plus froid, et on va disposer des sondes, vous l'avez compris, à cet endroit-là, ainsi que dans les matériaux de plus forte section, si tel est le cas, qui peut le plus, peut le moins. On va utiliser des outils complémentaires efficaces qui permettent d'éviter tout sondage invasif destructeur afin de délimiter la zone infestée. On en parlera après. Et on va traiter toujours une zone beaucoup plus large que la zone infestée. Tout simplement parce qu'il faut partir du principe que la mérule se développe à l'obscurité et dans les endroits confinés. Donc, par essence, dans les endroits où on ne la voit pas. Donc, c'est compliqué d'aller de, de délimiter la zone d'infestation sans rien démonter. Alors, il va falloir garantir également une chaleur homogène dans l'intégralité du volume traité. Et puis, pour être sûr que les matériaux montent en température à 50 degrés en pleine masse, on les prend toujours en étau. Donc, c'est-à-dire qu'un mur extérieur, on va chauffer à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur. Si c'est un plancher, on traite en dessous et au-dessus. Cloison à droite et à gauche. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, bah, les matériaux vont rediffuser par rayonnement la chaleur emmagasinée du côté chauffé. Et donc, on n'aura pas un traitement de 50 degrés pendant 16 heures en pleine masse, en pleine masse dans la totalité du mur. Donc, pour ce faire, on va assurer une température ambiante qui est toujours supérieure à celle de l'objectif sur toute la durée du traitement. C'est-à-dire que si on veut avoir 50 degrés, bah, vous comprendrez qu'il faut au moins amener plus de 50 degrés. En général, c'est 60, 65 à 75 degrés en température ambiante pour obtenir 50 degrés dans un mur de 50 cm d'épaisseur. Alors, les systèmes à air chaud pulsé employés doivent répondre impérativement à ces contraintes pour obtenir, vous l'aurez compris, l'obtention des objectifs létaux. On verra, c'est très important puisqu'on chauffe sur plusieurs jours. L'enregistrement des températures des sondes dans les matériaux, c'est ce qui va nous garantir l'atteinte des objectifs létaux et donc l'efficacité du traitement. Et donc, de ce fait, on a la certitude d'avoir été curatif. Alors, pour mémoire, en Europe, les fongicides chimiques, ils sont évalués dans la norme EN-NF 12404 qui a été réévaluée en mai 2020. Alors, ils n'ont aucune efficacité curative, mais ils n'ont uniquement qu'une efficacité préventive, c'est-à-dire on va empêcher la mérule d'aller se développer ailleurs. Et cette efficacité préventive de redéveloppement ailleurs, elle est au minimum de 60% qu'un produit soit homologué et commercialisable. Là, ça concerne les insectes chimiques, les ILX, donc je vais passer dessus si vous n'en avez pas. Alors, les garanties qui sont associées au traitement à air chaud. Alors, en France, il y a une équation qui est simple. Il faut que la méthodologie soit curative sans aucune restriction. Il faut que la méthodologie soit reconnue par le Centre européen de normalisation, donc normée, et qu'il soit homologué en France. Et ça, alors nous, c'est une spécificité à la France. Ça donne lieu à une couverture par une assurance en responsabilité civile décennale. Donc, c'est-à-dire que lorsque je réalise des prestations en France, ma compagnie d'assurance est AXA, et elle va couvrir ma prestation pendant 10 ans sans aucun plafond pour les parties habitables. Et donc, ça veut dire qu'en cas de résurgence,
Si je répare par exemple un château qui en a pour 3 millions d'euros de dégâts parce que je me suis loupé dans le traitement, AXA prend en charge à hauteur des désordres, donc prend en charge 3 millions d'euros. Alors, il y a un plafond d'1 500 000 € pour les parties non habitables, tout ce qui est commerce, etc. Donc, ça vous donne aussi une idée de l'efficacité du traitement. Alors, c'est ce que je donne à mes clients parce que en France, moi, je suis souvent confronté au fait que je suis seul à faire du traitement à air chaud. Et on me dit, bah voilà, vous êtes le seul. Si ça serait si efficace que ça, bah, vous seriez plus nombreux. Alors, l'avantage d'avoir une assurance en responsabilité civile décennale, c'est que là, vous voyez, c'est mon assureur, c'est ma compagnie. Il me fournit un relevé d'informations sur mes sinistres. Mais on voit que de 2018 à 2023, alors j'ai eu quelques désordres, mais j'ai eu aucune résurgence. Donc là, de 2018 à 2023, il y a à peu près 70 interventions. Voilà. Donc ça vous donne un retour aussi objectif et indépendant de l'efficacité du traitement. Alors là, il faut faire attention aux raccourcis. Bon, c'est toujours propre à la France, parce qu'en fait, une assurance en responsabilité civile décennale, elle va couvrir l'activité qu'a déclarée l'entreprise et non la méthodologie qu'il utilise. Donc ça, il y a beaucoup de particuliers, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent avec une décennale, mais c'est une décennale, par exemple, sur l'isolation ou de la maçonnerie, et puis ils font du traitement chimique contre la mérule, et ils pensent avoir une décennale, en fait, ils n'en ont pas. Pour avoir une décennale, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment que j'applique la norme au sens strict du terme. Voilà, une norme qui est curative pour pouvoir faire garantir mes clients de cette assurance. Alors là, on va aborder la méthodologie classique, bah, telle qu'elle a été donnée instituée par l'Institut technologique du Danemark. Alors, vous voyez, il y a deux exemples. Donc ça, c'est pas ma société, mais on couvre l'intégralité du bâtiment, y compris la couverture et les murs. Donc on va créer un sas thermique. Là, on le voit ici. Alors ici, pour la petite histoire, c'est le château Rothschild en Suisse qui a été traité comme ça pour la mérule et pour l'exilophage. Donc le problème, c'est qu'on va avoir une surpression. On voit toutes les bâches sont gonflées. Donc si on a beaucoup de spores, ben, on peut avoir un risque de dissémination de spores dans l'environnement immédiat ou dans d'autres parties de l'habitat s'il n'est pas entièrement traité. Et puis, on est obligé bah, de couvrir même les toitures, donc ce qui est très compliqué à mettre en œuvre. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Et je pense qu'ils se sont donné vraiment beaucoup de mal. Donc, c'est hyper chronophage. Et puis, bah, le problème, c'est que comme c'est lié à la surpression, bah, à tout moment, si ça se déchire, bah, tout le traitement est fini, on recommence, on répare et on recommence tout depuis zéro. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Institut technologique du Danemark, en fait, ils ont utilisé des chauffages à air pulsé classiques qui sont toujours associés à un ventilateur. Donc, on voit ici, là, en bleu, là, on a une petite grille, mais à l'intérieur, on a une hélice qui aspire l'air à l'extérieur du bâtiment. Elle passe dans la machine autour du corps de chauffe et ensuite, elle rejoint via une gaine une tente. Donc, c'est ce qu'on utilise pour traiter les chapiteaux de cire, pour chauffer les chapiteaux de cirque ou les bâtiments industriels ou encore les punaises de lit. Euh, La problématique de ce système-là, c'est qu'il est interdépendant directement de la température ambiante. Et on le verra quand on fait un traitement contre la mérule, on traite en continu, on chauffe en continu pendant plusieurs jours, donc y compris les nuits. Et les chauffages, ils ont un certain delta d'augmentation de température. Donc si on tombe à 10 degrés dans la nuit ou au petit matin, bah, on fait drastiquement chuter la température ambiante et on n'obtient jamais les 50 degrés. On va chauffer comme ça pendant des jours et des jours et sans jamais avoir les 50 degrés au cœur des matériaux. Alors, cette méthodologie classique, on l'a vu, hein, je reviens dessus, elle est dépendante des conditions météo, du noctamère, donc jour-nuit. Des conditions hivernales, voire en mi-saison, c'est impossible de traiter. Le ventilateur qui est derrière le chauffage, il a une faible pression, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir pousser l'air très loin dans le bâtiment, parce qu'il y a beaucoup de pertes de charge.
Donc l'efficacité, elle va être très restreinte. On a un risque important de dissémination des spores dû au gonflement des tentes. Le procédé, bah, il est extrêmement long à mettre en place parce que couvrir un bâtiment au niveau de la toiture, c'est très compliqué. Et puis, surtout, on a un risque important de déformation des bois pour les plâtres de Paris staff qui sont directement mis sur du lati. On va avoir une rétractation très importante des bois qui va entraîner des tuilages, des gaussissements, des fissurations, des rétractations. Et puis ensuite, on va avoir également des ruptures de clés entre le lati bois et bien évidemment le plâtre de Paris. Donc tout ce qu'on souhaiterait mettre en conservation, bah, finalement, on prend d'énormes risques à le mettre par terre et il faut tout refaire. Alors, le procédé phare, en fait, pour procéder by hot air recycling, c'est l'objectif principal, ça a été de s'affranchir des contraintes liées au système classique existant. Et puis, tant qu'à faire, de répondre au-delà des exigences du FD SNTR 15003. Donc là, on voit les machines. Vous voyez, on fonctionne en recyclage d'air. Ici, on a la gaine qui réaspire l'air dans le bâtiment. On a le ventilateur. Le ventilateur pousse dans le chauffage. L'air est réchauffé et il repart dans le bâtiment. Donc, on n'est plus du tout lié aux contraintes extérieures. Ça, c'est le premier point. Alors, on le voit ici, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on retrouve un habitat. Donc, alors déjà, en premier lieu, la première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on est obligé de traiter toute la maison? Non. On va traiter uniquement la zone qui est infestée et on peut tout à fait traiter la moitié d'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment sans tout traiter. C'est extrêmement rare qu'on traite un bâtiment en entier. Donc, on retrouve ici bah, les murs infestés de mérules, donc dans lesquels on va mettre des sondes de température, de contrôle qualité. C'est eux qui vont prendre les 50 degrés pendant ces heures. On va mettre également des sondes de température et d'hygrométrie, très important. On régule la température et l'humidité dans l'air. Et on va avoir des gaines. Donc là, ici, on met en place un sas thermique extérieur dans lequel on va chauffer pour prendre en étau ce mur-là. Ça serait un plancher, ça serait pareil. Donc, on va pouvoir mettre des gaines sur un même chauffage. Donc là, on retrouve le ventilateur et le chauffage. Donc, sur ce groupe-là, on va mettre des gaines qui vont aspirer, ils poussent dans le chauffage et ça repart en boucle. Et donc, ça permet de monter comme ça en température. Delta T du chauffage, c'est 37 degrés. Donc, si on part à 10 degrés, 10 plus 37, 47, 47 plus 10, 57, etc., etc., etc. Et on va se limiter, nous, dans le bâtiment, à ne pas dépasser les 80 degrés. Alors, on peut monter à 80 degrés, on verra pourquoi, mais je pense que c'est complètement, avec un peu de recul, c'est complètement absurde de monter à 80 degrés pour détruire notamment les spores. Donc, tout le système, il est entièrement contrôlé par informatique. Donc, on va contrôler la vitesse de reprise du ventilateur, la puissance calorique du chauffage euh, et le système, donc, qui va fonctionner en automatique et s'arrêtera quand les sondes de température auront lieu à 50 degrés pendant 16 heures. Et il va permettre également de réguler en continu, en montée en température, en plateau et en descente, toujours l'hygrométrie pour le bois. Si on est dans une cave qui est complètement maçonnée, ça ne sert à rien de contrôler l'hygrométrie. Au contraire, on va atteindre généralement des taux de 0% en fin de traitement. Donc là, c'est plutôt bénéfique parce qu'on va assécher les caves. Par contre, si on est dans une maison bois, c'est surtout à ne pas faire. Alors, ce système, il est silencieux, il est sécurisé. Donc là, vous le voyez, c'est un chantier dans le Calvados. Donc, en plein mois d'hiver, on a traité, il y avait -7. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait à peu près 70 degrés dans le bâtiment et dans le bâchage, on était à 60 degrés. Voilà. Chaque chauffage fait 245 000 watts. Donc là, j'en ai 8 autour du bâtiment. Donc, autant vous dire que ça chauffe plutôt rapidement. Peut-être un peu trop, donc c'est pour ça qu'il faut monter les températures lors du traitement vraiment de façon douce. Alors là, on voit la construction, donc on voit toujours les gaines qui vont acheminer là, donc on est en comble la récupération de chaleur et la gaine qui repart dans les combles. Là, on voit toute l'ossature qui est mise autour du bâtiment. On vient disposer des bâches isolantes. Alors, moi, je mets vraiment
un point d'honneur à vraiment détruire le minimum possible les façades. Donc, je vais toujours percer entre les joints de briques, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre en conservation le patrimoine, de mettre tout ce qu'on peut sauver, on le sauve. Voilà. L'idée, c'est qu'une fois que je suis passé, que personne n'ait vu qu'on avait fait un traitement par air chaud. Et là, quand c'est comme ça, quand les clients me disent, bah, écoutez, on n'a même pas vu que vous étiez passé, c'est moi, je suis content, c'est le but. Voilà. Alors, les sas extérieurs, ils peuvent être également modulaires, autoportants. Là, on le voit, c'est une maison au Havre. Elle est infestée dans le plancher, ici, entre le deuxième et le troisième étage, au niveau des têtes de mur, au niveau des mansards. Donc là, on peut tout à fait mettre en place une structure autoportante. Toujours la même maison. Alors là, on avait un siège infesté ici et un autre dans toute la cage d'escalier. Une colonne de descente d'eau sanitaire avait éclaté. Donc là, on a traité à la fois toutes les salles de bain qui étaient à côté de cet escalier et toute la cage de l'escalier. Voilà. Et encore une fois, on va faire une étanchéité contre les maçonneries. Donc là, on fait vraiment de la couture autour du bâtiment en faisant le minimum de trous dans les façades. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est tout à l'heure, je vous parlais des ventilateurs classiquement utilisés au Danemark. Donc, ils ont une pression à peu près de 200 pascal. Les ventilateurs qui sont ici, qu'on voit là, bon, ils font à peu près une tonne, hein, ils font 1,80 m de haut sur 80 par 120 cm. On a une pression qui est modulable de 800 à 1800 pascal. Donc, quand on utilise un chauffage industriel à très haute pression, c'est quand en général, on a 400 pascal. Donc là, on en a quasiment 3 fois plus. Donc, ça permet d'aspirer l'air très très haut, jusqu'à 18 mètres, et de le faire repartir. Voilà. Donc, on s'affranchit des pertes de charge dans les tuyaux, etc. Donc là, on le voit, hein, c'est toujours le même bâtiment. Donc, on a les conduites qui rentrent ici, dans les combles. Et une fois qu'on est dans les combles, ben, on arrive sur des caissons, on les voit ici. Et ensuite, on va dispatcher des gaines. Donc là, c'est des gaines de 70 cm de diamètre. Et on va dispatcher en 8 gaines de 35 cm de diamètre, qu'on peut encore rallonger de 20 mètres. Et on va donc, là, elles sont repliées, mais on va pouvoir les déplier dans l'ensemble du bâtiment, et de façon à ne pas avoir de point froid. Et on va doubler, parce qu'on a un recyclage naturel entre la reprise d'air et l'insufflation, mais on va mettre en place des gros ventilateurs. Là, ils sont en position d'estratification, tout l'air chaud monte en haut. Donc l'idée, c'est d'aspirer l'air chaud au plafond et le repousser au sol. Donc éviter les points froids et traiter l'ensemble du volume. Donc là, on le voit, alors c'est dans une cave. Donc parfois, bah, ce qui va conditionner mon intervention, ça va être de pouvoir passer les conduites dans le bâtiment. Donc là, une conduite de 70 cm, une, c'était possible, mais pas la deuxième. Donc ça, c'est des gaines de reprise. Et ça, c'est une gaine d'insufflation. Et puis, bah, vous le revoyez, bah, ça reconvoyé là, par les ventilateurs euh, dans le reste du vide sanitaire. Donc là, on a un retour sur les courbes de température qui sont obtenues. Donc on le voit, là, on est dans les températures ambiantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Egarty, en 88, il publiait que l'éradication des spores de la mérule par air chaud était quasi impossible en pratique, parce qu'il fallait apporter au minimum 80 degrés pendant 10 heures en température ambiante. Bah, là, vous le voyez, bah, c'est chose possible avec phare, hein. On peut tout à fait monter à 90 degrés, on peut même monter au-delà de 80 degrés, voire 90 degrés, et pendant un très long temps, très, un laps de temps très, très important. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors je vais monter à 80 degrés en température ambiante si je traite une cave qui est infestée, qui a une très forte porulation, et que par ailleurs, il y a beaucoup de zones humides et obscures dans la cave, et donc pour pallier vraiment à la création de foyers secondaires. Mais en première intention, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Bah, parce que, vous l'avez compris, on fonctionne en recyclage d'air. Donc, par heure, on tourne à peu près, on recycle entre 18 000
à 36 000 m3 par heure sur toute la durée du procédé, donc son minimum 72 heures. Et donc, l'air chaud, s'il contient des spores, ils vont passer à côté du corps de chauffe, qui lui est à plus de 200 degrés. Donc, autrement vous dire que les spores, elles sont généralement détruites. Alors, le procédé, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de fonctionner en recyclage d'air, on va apporter un apport calorifique croissant. Donc, on va pouvoir, c'est très important parce qu'on va pouvoir permettre de s'affranchir d'un sas thermique en couverture. L'absence de couverture, il va être à la fois compensé par par l'apport calorique constant et puis par le nombre de kilowatts qu'on va mettre en place sur le chantier. Donc là, un système, c'est 245 000 watts. Voilà, pour vous donner une idée. Et puis, on va pouvoir aussi traiter désormais des maçonneries de très forte épaisseur et à moins de 1 mètre du sol. Donc là, c'est l'exemple de sondes qui sont dans une voûte. Donc la voûte, elle faisait 2,80 m. Donc là, on est à 1,40 m de profondeur et à moins d'1 mètre du sol. Voilà. Donc la preuve en graphique. Alors, phare, c'est aussi le seul procédé qui est breveté, qui va réguler en continu l'équilibre des taux d'humidité relatifs de l'air et des bois, selon le diagramme de Calvert. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, mais un bois, il a toujours un taux d'humidité. On les voit ici, euh, à droite. En fonction du taux d'humidité qu'il a et de la température ambiante, il va y avoir en fait une relation entre l'humidité dans l'air, la température dans l'air et le taux d'humidité du bois. Et on voit, c'est jamais une droite. Alors, si on s'écarte de cette courbe-là, on va retirer, alors il y a l'eau libre et l'eau liée du bois. L'eau liée, enfin l'eau libre, c'est quand vous achetez, on découpe un arbre, le bois va être sec, on va retirer l'eau liée. L'eau libre, pardon. L'eau liée, c'est ce qui va toujours rester dans le bois. C'est pour ça qu'on dit que le bois est toujours vivant. Donc un bois, en fait, il va, mettons, être à 17% d'humidité. Si on est à 20%, à 20 degrés pardon, en température ambiante, si on monte à 70 degrés, vous voyez, il faut apporter 90% d'humidité. Alors, le problème, ça, parce que on retrouve l'eau liée du bois, si on liée du bois, les couches. Donc, le système, lui, il va toujours réguler à la fois la température ambiante et, vous m'entendez toujours? Je pense qu'on a eu des petits problèmes de connexion pendant un instant. Êtes-vous là? J'ai vu. Bon, Oui. Ben, oui, je suis là. tant qu'à avoir Donc, entrecoupé le rythme, je vois qu'il y a des questions dans il y a des questions? l'onglet discussion. Je pense que vous allez y venir dans pas très long, mais quand même, ça vaut la peine de OK, les ouais, poser. C'est en lien avec tu sais, l'augmentation de la température. Il y a des matériaux qui peuvent réagir. Puis là, les gens se tout à fait. préoccupent un peu au niveau du PVC. Est-ce D'accord. qu'il y a un risque de déformation de ces éléments-là ou d'autres? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors, il y a par nature, tout ce qui est PVC, ça va dépendre effectivement de la température ambiante qu'on a et de la qualité intrinsèque du PVC. Alors, si on distingue tout ce qui est PVC dans les ouvrants, fenêtres, porte-fenêtres, etc. Donc, eux, en fait, ils vont pas se déformer, si vous voulez, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les- les- la couleur, en fait, à l'extérieur, notamment la tablette de fenêtre, tout ce qui est assujetti au soleil ou à la lune, le PVC peut prendre une décoloration légèrement rosée. Donc, ce que je fais, alors, généralement, quand la fenêtre en PVC elle est dans la zone de chauffe, il y a deux cas de figure. Soit c'est un profil rénovation, donc c'est-à-dire que nous, chez nous, on a un dormant bois, l'ancien encadrement de fenêtre qui existait, et ils ont mis un profil qui revient en PVC, qui revient recouvrir le bois. Et si ce bois-là, il est infesté, bah, je fais démonter les fenêtres. On les met en conservation et on les repose par la suite. Si la fenêtre, elle est recellée en,
en tant que tel sans avoir regardé le dorme en bois. Je préfère aussi, alors je préviens les gens, alors il y a des gens qui disent, bon, c'est pas important, on la laisse et puis voilà, on verra. Parce que c'est pas systématique, si vous voulez. Il y a il y a différentes qualités de PVC et avant de faire le traitement, je peux savoir si jamais, je peux pas savoir si elles vont se décolorer ou pas. Donc je préviens les clients, il y a des clients où ça gêne pas, ils laissent comme ça. Dernièrement, j'ai un client qui travaillait justement dans le recyclage de PVC, il m'a dit, bon, elles se sont décolorées, mais c'est pas un problème. La coloration va revenir avec le temps. Bon, c'est une grande première, il m'a appris des choses. Il travaille en Suisse dans le recyclage de PVC. Voilà. Bon, moi j'ai plutôt tendance, voilà, tout ce qu'on peut démonter, s'il y a un risque, bon, ça coûte moins cher de faire démonter la fenêtre. Alors généralement, j'interviens, je mets le sas à l'extérieur, on démonte la fenêtre et ensuite je mets un panneau. Voilà. Comme ça, il y a personne qui rentre, il y a personne qui peut rentrer dans le bâtiment. Et puis le bâtiment, il est aussi à l'abri des intempéries. Donc ça, c'est pour les huisseries PVC. Tout ce qui est PVC, prises électriques, etc., plaques décoratives, interrupteurs, ça pose pas de souci. Bon. Par contre, ce qui pose souci, c'est que par exemple, si vous êtes dans un vide sanitaire, qu'on a des tuyaux en PVC d'évacuation qui sont horizontaux et avec des colliers, alors plus le tuyau est gros, plus il va faire de gros dos entre chaque collier avec la chaleur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le tuyau en amont et en aval, on le sort, on le met en conservation, on fait le traitement dans le vide sanitaire, on remanchonne et on remet le tuyau. Fini. Voilà. Mais effectivement, ce qui se déforme le plus, c'est tout ce qui est PVC d'évacuation des eaux usées. Alors après, tout ce qui est PER, tube multicouche, conduite électrique, gaine électrique, tout ça, ça risque rien. Alors j'ai beaucoup d'experts qui me disent, bah, on va faire un traitement à air chaud, toute l'électricité dans la maison va être foutue. Alors, je leur dis, quand vous allumez une ampoule, bah, on ouvre le passage des électrons, donc on a de l'échauffement. Quand vous allumez une ampoule, la température d'échauffement du cuivre, une ampoule de 150 watts, c'est 80 degrés. Donc, vous vous doutez bien que si en appliquant une chaleur à 70 degrés dans un bâtiment, tous les conducteurs, toutes les amandes, des fils de cuivre fondaient, on aurait tous des maisons qui partiraient en fumée, hein, très très vite. Donc, voilà, non, il y a aucun risque. Seulement, c'est des PVC. Alors, après, je peux avoir des faux plafonds en PVC. Bon, ça, c'est sûr que ça va gondoler. Ça, je m'en cache pas. Tout ce qui est lambris PVC, ça va gondoler. Euh, alors après, il y a, vous savez, ce qui est PVC plus résine, qu'on met souvent à l'extérieur, en balustrade extérieure ou en plancher de terrasse. Ça bouge pas. Voilà. Mais PVC, le plus gros souci, je dirais, ce sont les fenêtres. Donc moi, je les fais démonter par prévention et on les met en conservation, on les repose par la suite. Voilà. Vous avez d'autres questions? Il y en avait une, peut-être que je peux reprendre. Dans le fond, c'était, vous avez parlé qu'on peut décontaminer seulement une partie du bâtiment. Puis la question, en fait, c'est qu'en est-il du reste de sport qui peut s'être propagé dans le reste du bâtiment? Alors, ça c'est très important, c'est une question qui est très pertinente. Alors, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Il faut prendre en considération la, la, le vivant. Bon. Euh, En moyenne en France, pour vous donner un retour, par mètre cube d'air, en moyenne en France, on a 2 spores de mérule. Bon. Alors, le spore, c'est microscopique, hein, c'est comme du pollen, hein, ça passe partout. Vous ouvrez vos fenêtres, vous aurez toujours des spores qui vont rentrer chez vous. Pour autant, on n'a pas tous la mérule chez soi, et fort heureusement. Bon. Une spore, elle va germer sous la condition de 3 facteurs. Un taux d'humidité surfacique qui est compris entre 25 et 35%. Je parle bien d'humidité surfacique, hein, puisque la spore se promène en milieu ambiant. Ensuite, il lui faut une absence de ventilation, donc un milieu confiné et un milieu obscur. Et puis après, une température. Alors, la température, ce n'est pas franchement un facteur, puisqu'une spore peut germer entre 4 et 26 degrés. Bon. Donc, en fait, imaginons qu'on a un traitement, qu'on traite un bâtiment où il y a une très très forte porulation. Un endroit A,
parce qu'on a eu un dégât des eaux, parce que c'est là où il y a une pathologie du bâtiment, etc. Mais que tout le reste du bâtiment, il est sain. On n'a pas d'humidité, on n'a pas de confinement, parce qu'on a une VMC, voilà, etc. Là, franchement, il y a vraiment aucun risque. Il n'y a aucun risque. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, si on est dans une cave et qu'on a une sporulation à un endroit, et puis tout le reste de la cave, il est humide et il présente les mêmes propriétés que l'installation primaire de la mérule, là, attention, parce qu'on peut avoir la création de foyers secondaires. Mais en amont de tout ça, ce qu'il faut comprendre, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est qu'avant de mettre en place un traitement à air chaud, il faut toujours remettre le bâtiment dans des conditions saines. Alors, à la fois au niveau de l'humidité, mais au niveau de la ventilation. Il faut que les taux d'humidité surfacique soient inférieurs à 25% et qu'on ait une ventilation suffisante. Et en cas d'accident, je raconte n'importe quoi, c'est à Dijon, vous partez en vacances, plus de VMC, bah, on n'a pas d'arrivée d'eau, pas de mérule. On a une arrivée d'eau, on a une VMC, pas de mérule. Il faut que l'un soit palliatif à l'autre, toujours. Et les normes de construction font qu'en général, par exemple, quand on a un navette sanitaire ou une cave, elles sont toujours clairement bien ventilées. Euh, Quand j'interviens sur des bâtiments neufs, le mois dernier, j'ai traité dans le sud un bâtiment neuf. Il était complètement infesté. Il avait 2 ans le bâtiment, hein, une maison neuve. Elle était complètement infestée dans la totalité du vide sanitaire. Et pas une seule ouverture. Et toutes les arrivées d'eau dans le vide sanitaire. Donc ça a mijoté dans le vide sanitaire. Et alors, on a pu sauver la maison. Mais en amont, j'ai fait refaire des prises d'air, hein. C'est obligatoire. Moi, au niveau normé, je n'ai pas le droit d'intervenir sur un bâtiment si les sources d'humidité et de confinement ne sont pas résolues. Et ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, avec le traitement air chaud, on va faire un reset. Mais avant de faire le reset, bah, il faut comment dire, euh, refaire le bâtiment pour qu'il ne soit pas dans les mêmes conditions qu'il a eu à la primo-infestation. Parce que sinon, on recommence. Et donc, tous les 3 4 ans, on va faire un traitement alors, contre une mérule, contre un coniophore, contre des multiples champignons. Donc, ce qui va mettre à l'abri définitivement le bâtiment, c'est la suppression des sources d'humidité et de confinement. Et c'est ça qui va empêcher tout spore qui rentreront de toute façon dans une maison de germer et de réinfester le bâtiment. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, donc c'est super important de connaître la biologie du champignon, parce que sinon on fait tout et n'importe quoi. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui me disent, bah, j'ai la mérule partout, j'ai la poussière rouge dans toute la maison, vous allez me traiter toute la maison. Alors, oui, si ça craint, non, si ça ne craint pas. Voilà. C'est vraiment en fonction de l'état du bâti. Mais normalement, quand on intervient, on traite les sources d'humidité et il n'y a pas lieu d'aller traiter quelques zones qui ne sont pas infestées par la mérule, mais qui ont une poussière rouge due à une sporulation. Voilà. On a une autre question, mais je pense que vous allez y venir dans pas très long. En fait, c'est en Oui, lien avec la contraction-dilatation des matériaux. ouais, ok. Oui, fait que je vous laisse reprendre, puis ça va répondre à la question. Alors, pour terminer sur le diagramme de Calvert, donc, quand on traite, il faut toujours en fait suivre ce diagramme-là. Donc, alors, le système phare, c'est le seul procédé qui existe, qui régule en continu, donc en montant en température, à l'obtention du plateau des 50 degrés et en descente de température, à la fois la température ambiante et le taux d'hygrométrie dans l'air. Et on n'a pas de souci au niveau des bois. Donc là, on le voit, c'est donc les bois, quelle que soit leur section, ils vont pouvoir être traités sans risque de déformation. On n'a pas de retrait, pas de fissuration, pas de tuilage, pas de gauchissement. On va pouvoir mettre aussi en conservation tout ce qui est préservation des plâtres de Paris et des staffs. Donc tout ce qui est collé sur du latis dans les vieilles bâtisses, etc. Parce qu'on n'a pas de gonflement du bois, ni de rétractation des bois. Donc on n'a pas de rupture des clés entre plâtre et latibois. Donc là, on voit les machines, hein. Donc on voit un chauffage.
Ce que vous voyez ici, c'est ma centrale de supervision. C'est là où là-dedans où il y a toute l'informatique qui va permettre de contrôler l'ensemble des machines. Donc on le voit, bah là on est sur l'informatique. Alors le système, le procédé, il contient quatre programmes avec ou sans régulation de l'humidité et selon ou non le diagramme de Calvert, ça dépend en fait de ce qu'on a, de la nature du bâtiment. On va pouvoir traiter à la fois les parasites en température ambiante, la mérule dans les maçonneries et les ILX ou mérules et ILX. Donc ILX, c'est pour insectes à larves xylophages pour lesquels bah, vous n'êtes pas conservé, fort heureusement pour vous, au Québec. Donc là, on voit à chaque fois, on a un petit, on a un petit, une petite fenêtre avec toutes les températures dans les matériaux en température ambiante, la, la- les températures de sécurité du chauffage, la température d'entrée et de sortie du ventilateur. Voilà, on peut vraiment tout moduler. Euh, alors, j'ai pas fait ça tout de suite, mais j'ai fait ça pendant le Covid. Quitte à être confiné à la maison, bah, j'étais confiné au dépôt pour faire tout ça. Mais bon, ça n'a pas été très, 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 très facile à mettre en œuvre. Donc, les avantages de phare, on est curatif sans aucune restriction contre les ifs de la mérule pleureuse. L'exilophage. Donc là, pour l'exilophage, on va traiter à la fois tous les stades de développement de l'insecte, donc des œufs, en passant par les nymphes et les adultes reproducteurs. On est non invasif, donc on va pouvoir mettre en conservation tous les bois et toutes les maçonneries. On va pouvoir traiter les dalles, les planchers en bois, les plafonnages, les murs lambrissés, les parquets, les panneaux lambrissés. Tout ça, ça pourra être conservé. Alors, condition bien sûr sine qua non, notamment pour les bois qui sont structurels, de vérifier que la structure est bien en corrélation avec leur fonction de soutènement. Voilà, pour des raisons principales de sécurité. Et on verra, il y a un outil qui est génial pour ça, sans devoir tout casser. Par exemple, quand on a une poutre, on ne sait pas trop si elle est endommagée et qu'elle est enchâssée dans un plancher. Donc au global, vous l'avez compris, on va traiter un volume et non une surface. Donc on va pouvoir éradiquer des foyers secondaires qui ne sont pas encore visibles. Euh, on va pouvoir également assécher les matériaux si on est dans une cave. C'est un traitement qui est somme toute assez rapide puisque la durée moyenne d'intervention c'est 2 à 3 semaines et pour une durée moyenne de chauffage de 2 à 5 jours. Donc vous voyez sur toute la durée d'intervention, la phase de chauffe, c'est vraiment ce qui dure le moins longtemps. Ce qui dure le plus longtemps, c'est toute la phase de préparation, donc créer les sas thermiques, installer les machines, etc. C'est ce qui prend plus de temps. Le démontage, en général, ça prend à peu près une semaine. Donc, c'est économique. Alors, euh, versus chimie. Alors, chimie, si on compare vraiment le coût de l'injection de la chimie par rapport au traitement à air chaud, la chimie sera moins chère. Mais si on prend les coûts de démolition et de reconstruction avec la chimie, ben, en général, on arrive là à entre 30 et 70% moins cher que la chimie en englobant ces coûts-là. Alors, les inconvénients de phare, il y en a. Vous l'avez vu, les systèmes de chauffage, ils sont assez volumineux, assez imposants. Il faut pouvoir les disposer autour du bâtiment. Donc, c'est ça qui va conditionner généralement l'intervention, c'est de pouvoir disposer les machines autour du bâtiment. Ensuite, il faut un matériel d'élévation et de manutention. Donc là, on le voit, il y a j'ai une petite nacelle araignée qui fait 80 cm de large, 3 tonnes. Elle passe à peu près partout, sans tout ravager chez les gens. Et là, alors j'ai un gros chariot télescopique, mais il sert surtout à gruter la nacelle au-dessus des murs. Ensuite, il faut que le matériel soit insonorisé, parce que quand on tourne sur plusieurs jours, jour et nuit, et qu'on a du voisinage, bah, si on est en pleine ville, ça fait 98 décibels, c'est très compliqué pour les gens. Donc le matériel, il est plutôt bien insonorisé. Ce qui fait le plus de bruit, c'est l'enclenchement des brûleurs, mais ça reste relativement faible, hein. Ça fait beaucoup moins de bruit qu'une voiture qui passe. Et puis, il y a le coût du transport du matériel sur site. C'est pas toujours évident de pouvoir acheminer une semi-remorque ou un gros camion sur site.
Et puis, alors pour moi, bah, la durée d'intervention, elle va être beaucoup plus longue que la chimie de synthèse. Donc, je vais gagner autant d'argent, si je puis dire, qu'en faisant de la chimie. Mais par contre, je vais durer beaucoup plus longtemps. Donc, si je prends le rapport euh, durée du chantier sur la facturation, bah, je suis perdant versus chimie. Voilà. Alors ça vous explique pourquoi la méthodologie elle est si peu pratiquée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi aujourd'hui, j'en suis à peu près à 800 000 euros de matériel en investissement depuis 2016. Je ferai de la chimie, j'en aurai pour 5 6 000 euros. Voilà. Et le tout pour gagner autant de chiffre d'affaires que si je faisais de la chimie. Bon, voilà. Après, c'est plus mon attrait, enfin, c'est plus mon histoire personnelle qui fait que je fais de l'air chaud et pas de la chimie. Alors, ce qui va limiter l'intervention, c'est si la zone infestée elle est située à plus de 30 mètres de hauteur. Alors là, alors on peut prendre des solutions palliatives, c'est-à-dire on peut monter des échafaudages, faire des plateformes, et puis mettre des chauffages à 30 mètres de haut pour si on veut traiter à 60 mètres de haut. Bon, j'ai jamais fait. Euh, L'accès aux façades, puisque vous l'avez vu, on intervient avec une nacelle, donc il faut pouvoir poser la nacelle ou que le départ de la nacelle soit suffisamment important pour avoir accès à la façade, à la façade, pardon. Stocker les systèmes sur site, c'est pas toujours possible. Par exemple, quand on est en ville, donc généralement, je fais le SAS et ensuite je fais venir un camion qui va m'apporter les systèmes. Euh, on l'a vu, bah, disposer les systèmes directement à proximité directe du bâti pour éviter les pertes de charge et les pertes de chaleur. Et puis l'accès camion. Alors, bon, tout est réalisable techniquement, à condition de s'y prendre à l'avance. Et puis après, bah, je dirais, c'est des solutions. S'il faut faire venir un camion grue, etc., bah, c'est sûr que ça va gréver sur le budget. Mais bon, rien n'est impossible. Après, c'est une question de coût. Alors, l'autre inconvénient de phare, c'est ce qu'on me reproche toujours, c'est qu'il est non préventif. Seulement, alors, parce que moi, on me reproche souvent que le traitement air chaud, il est non préventif versus la chimie qui, elle, est préventive, mais pas curative. Alors bon, euh, moi, j'oppose à ça que la meilleure des préventions contre les champignons, contre les attaques contre la mérule pleureuse, c'est de traiter en amont toutes les causes du développement fongique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que je disais, donc supprimer les arrivées d'eau accidentelles, voire pathologiques dans le bâtiment, si on n'a pas de drain, des remontées capillaires, des choses comme ça, un terrain en contre-pente, un chéneau qui fuit, etc. Ça, c'est vraiment l'urgence quand on a un bâti qui est infesté par une mérule. L'urgence, c'est de traiter les sources d'humidité et de confinement. Voilà. Euh, alors, il est aussi primordial de ne pas oublier une zone infestée. Alors ça, c'est ma grosse angoisse parce que vous comprenez que si je traite la moitié d'une maison et puis que bah, il reste une pièce qui n'est pas traitée, qui est infestée, bah, elle ne sera pas traitée. Donc, bah, on recommence. Voilà. Donc, en général, ça m'est jamais arrivé par retour d'expérience. Et puis, on a des outils maintenant qui sont formidables et qui permettent vraiment de cartographier le bâtiment pour être sûr et certain qu'on n'a pas de zones infestées qui sont oubliées. Alors, l'inconvénient de phare, c'est qu'il est non invasif. Alors, effectivement, pour mes clients, bah, ça va constituer une économie, hein, beaucoup de travaux de démolition. Mais il faudra pour autant absolument s'assurer que tous les bois, notamment les abus de solives, donc les parties de poutres qui sont enchâssées dans la maçonnerie, aient conservé leurs propriétés mécaniques. On peut très bien avoir des planchers pour des poutres qui soient complètement nickel à, à l'œil, et la bout de poutre, donc la partie enchâssée dans la maçonnerie, elle est complètement dégradée, complètement pourrie. Donc la poutre, elle pourrait tomber à tout moment. Donc ça, il faut vraiment en avoir pleinement conscience. Euh, donc là, je vais aborder donc les outils complémentaires qui vont permettre de s'affranchir de tout ça. Alors, je vais peut-être reprendre la question sur les rétractations dans les bâtiments que Marianne me posait sur la dilatation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bâtiment, tout ce qui est plaque de plâtre, maçonnerie, généralement, c'est anhydre. Donc, on va chauffer, effectivement, ça va se dilater. Euh, pour autant, on ne va pas générer de fissures dans le bâtiment. Alors, pourquoi?
Si on a un bâtiment, alors dans un bâtiment, en fait, on va voir plusieurs matériaux. Donc, quand on va monter en température, bah, ça va être le travail des différents matériaux les uns avec les autres qui vont générer des fissures ou non. Bon. Donc, déjà, en premier temps, quand on va monter en température alors à peu près à 75 degrés, on va prendre son temps. On ne va pas passer de 10 degrés à 75 degrés en 4 heures de temps. Donc, on va monter tout doucement. Alors, voilà, d'une part. D'autre part, si on a des bois, on va réguler l'humidité, donc on n'aura pas de rétractation. Alors, par exemple, je peux très bien avoir des bois style maison alsacienne où j'ai une structure bois de photopoutre et puis du torchis à l'intérieur. Donc, si effectivement tous les bois se rétractent de façon drastique, bah, on va avoir des fissurations dans le torchis, hein, c'est inévitable. Par contre, si on régule l'humidité, on n'aura pas. Bon, alors tout ce qui est plâtre, plaques de plâtre, j'ai parfois des experts qui me disent, ben, oui, mais les ossatures métalliques, tout va se vriller avec la température, etc. Il faudra atteindre au moins des températures de 600-800 degrés. Donc, quand on a 80 degrés, si les plaques de plâtre ils sont correctement mis, les plaques de plâtre, sur des ossatures métalliques et avec des bancs de papier, on n'a pas de problème. Voilà. Donc, il faut vraiment monter en température doucement. Et pareil, quand on redescend en température, c'est doucement. Voilà. On accompagne en montée et en descente. Voilà. Mais hormis des plaques de plâtre qui n'étaient pas posées sur structure métallique, mais directement vissées dans les solives avec des bandes grillagées plastiques en guise de bande papier, oui, là, c'est sûr que ça travaille. Si les plaques de plâtre ont été posées dans la règle de l'art, ça ne travaille pas. Carrelage, pareil. Les seules choses qui peuvent travailler que j'ai pas abordées, c'est tout ce qui est mobilier de cuisine. Donc, en général, plan de travail qui sont en mélaminé, tout ce qui est champ collé d'usine, ça ne bouge pas. Simplement, quand le menuisier remet à dimension le plan de travail sur les côtés, bah, il recolle un champ à la colle néoprène. Bon, là, ça risque de se décoller. Il suffit de recoller. Et puis, en règle générale, oui, c'est que les champs sont les ménéminés qui peuvent se décoller. Voilà. Donc, il suffit de les recoller. Tout ce qui est porte et façade tiroir, etc., je fais tout démonter. Voilà. Toujours par prévention. Vous avez d'autres questions sur le bâti? En fait, il y en a une qui est très intéressante, là, Oui. qui vient de Monsieur Christian Lebeau-Jacob. En fait, il dit votre technique qui semble être euh, j'imagine qu'il y a un bâtiment type adapté à votre méthode. euh, Parce que la méthode semble particulièrement intéressante quand on a des bâtiments de grande dimension. Oui. Est-ce qu'il y a, dans le fond, des cas qui sont typiquement moins intéressants, des bâtiments, là, évidemment, versus d'autres où là, c'est plus intéressant économiquement d'utiliser votre technique? Êtes-vous Alors, parvenu à établir une tendance? Alors, j'ai pas de bâtiment propre, si vous voulez. Le procédé, il est fait. Alors, déjà, c'est moi qui fabrique le matériel. Donc, si j'ai besoin d'avoir un raccord spécial, je le fabrique. Voilà. Donc, ce qui est important pour moi, en fait, ce qui va conditionner mon intervention, l'efficacité de mon intervention, c'est ma préoccupation, c'est d'éviter les pertes de charge. Donc, pour éviter les pertes de charge, il faut que je travaille beaucoup sur l'aérolique, etc. Donc, je vous montrerai à la fin, j'ai des photos de bâtiments. Alors, je peux traiter très bien les châteaux, des vides sanitaires, des caves ou des maisons vraiment en complète désuétude. Il y a vraiment tout. Ça peut être des maisons en sature bois, poteau-poutre, en fuste. Voilà, il y a pas de règle. En fait, ce qui va vraiment conditionner mon intervention, c'est de pouvoir acheminer la chaleur au lieu infesté dans la maison et sans avoir trop de pertes de charge. Parce que si j'ai des pertes de charge, si je ne suis pas sûr de ça, je vais avoir des pertes de charge. Si j'ai des pertes de charge, j'ai des pertes d'efficacité. Jamais j'ai des 50 degrés pendant 16 heures. Voilà. Auquel cas, il y a des bâtiments, des fois c'est impossible, hein, parce que j'ai un vide sanitaire, j'ai une ouverture de 40, 50 par 50 pour y aller. C'est impossible à y aller. Donc je leur dis, bah, soit vous me faites des ouvertures et on peut sauver la maison, soit vous ne faites pas d'ouverture et puis on ne peut pas traiter la maison. Alors si faire dans un vide sanitaire, c'est bénéfique parce qu'on fait les entrées d'air en même temps.
Mais il y a des fois, alors j'ai par exemple un cas de figure très intéressant. C'est la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg a été construite sur des marais. Donc, toutes les fondations ont été faites un peu comme Venise. Donc, on a mis des pieux dans les marécages. Et puis, on a bâti les fondations de la cathédrale là-dessus. Alors, entre-temps, le Rhin, il a été canalisé, qui passe à côté. Donc, le niveau de la nappe phréatique a diminué. Les têtes de pieux, aujourd'hui, elles sont à l'air libre. Donc, mer. Le problème, c'est que pour y accéder, on n'a aucune visu. On a des ouvertures dans les murs qui font jusqu'à 2,80 m d'épaisseur, hein. On a des conduits qui font 20 cm par 20 cm. Et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc là, effectivement, pour moi, c'est impossible. Mais je dirais que ça serait impossible pour tout le monde, parce qu'il faut au minimum, il faudra un trou d'homme. Donc, donc voilà, c'est surtout ça qui va conditionner. Après, et de poser les machines. Si je suis en pleine ville, je suis en rue commerçante, bon, des fois, je fais couper les rues. Mais des fois, bah, les mairies ne m'accordent pas de couper la rue parce qu'on est une école, c'est une rue très passante, etc. Voilà. Mais j'ai refusé un chantier dans les Pyrénées parce que j'avais pas de la place pour mettre les machines devant. Et j'avais une pente à au moins 20% pour acheminer le matériel jusqu'à la maison. Donc techniquement, là, c'est impossible. Mais c'est très très rare, hein. Depuis 2016, j'ai dû refuser peut-être trois interventions. Voilà. Moi, en fait, le but, euh, bon, j'aime bien ce qui est compliqué, si vous voulez. Bon, comme j'ai mis au point le procédé, moi, le but, c'est de ne pas trop travailler dans la routine. Enfin, si je travaille dans la routine, je fais un traitement, un bâtiment de plein pied, bah, je vais pas m'amuser dans mon job. C'est compliqué. Plus je me dis, ah bah, tiens, je vais faire comme ça, je vais faire tel raccord, etc. Intellectuellement, pour moi, c'est plus intéressant. Voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'ai traité un château l'année dernière. Château de la Léonardo en Alsace, il est super compliqué euh, en termes de volume à traiter. Voilà. Et je vous montrerai, il y a des bouts de bâchage un peu partout avec des retours sur ardoise, sur tuiles. Enfin, c'est un bâtiment qui est assez alambiqué à l'extérieur. Et là, c'est intéressant pour moi. Voilà. Il y a d'autres questions? On en a une dernière, puis après ça, je vous laisserai peut-être reprendre le fil Ouais. parce que Ouais. le temps file déjà si on veut se garder une discussion à la fin, là. La dernière question étant, quel volume d'infestation considérez-vous que la technique vaut la peine d'être déployée? Donc, à quel volume d'infestation Le, s'il y a? le, le volume minimal, c'est ça la question? Oui. Bah, il y a pas de volume minimal, si vous voulez. En fait, si j'ai une pièce qui est infestée dans un angle, bon, je vais traiter toute la pièce. Bon. Euh, alors là, j'ai un autre exemple, le chantier que j'étais dans les Vosges. Tout le devant de l'immeuble est infesté parce qu'il y avait des balcons qui prenaient l'eau, c'est rentré dans le bâtiment, mais tout l'avant du bâtiment est infesté. Et derrière, on avait des immenses pièces. Donc, moi, le but du jeu, c'était de me décaler par rapport à la façade qui est infestée de 4 mètres. J'ai séparé toutes ces pièces-là avec des cloisons amovibles, hein, sans trou, sans trou ni vis. Et j'ai traité toute la façade avec tous les planchers intermédiaires. Voilà. Mais c'est vraiment selon. C'est-à-dire que si j'ai une immense pièce, si j'ai une salle de bal qui est infestée à un seul endroit, bon, je vais faire un périmètre en reculant de 4 mètres dans toutes les directions pour traiter. Mais après, j'ai pas de volume minimal. Je peux traiter des bâtiments qui font 1200 mètres carrés de plancher avec des, des, des hauteurs sous plafond qui varient entre 3 mètres et 3 mètres 50. Voilà. Et comme je peux traiter des vides sanitaires qui font 80 mètres carrés sur 80 centimètres de haut. Voilà. Il y a pas de, c'est vraiment en fonction de la conformation, enfin de la conformation du bâtiment en 3 dimensions, si je puis dire, et puis de l'endroit où il est infesté. Voilà. Et pour faire le traitement à air chaud, il faut avoir une vue un peu en 3 dimensions du bâtiment. Mais il n'y a pas de volume minimum et il n'y a pas non plus de volume
maximale. Alors après, j'ai des bâtiments qui sont vraiment, bon, ça concerne surtout les châteaux, qui peuvent pas être traités pour des raisons techniques en une seule fois. C'est le château que je montrais tout à l'heure où il y avait de la neige. Ben, on va faire deux traitements. Mais alors les traitements, là, ils se font toujours verticalement. Et c'est-à-dire que là, on va traiter toujours tous les planchers, la partie droite du bâtiment et la partie gauche. Et puis, quand on fait la deuxième phase de traitement, on fait une phase de recoupement avec la première phase qui a été traitée. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien clair. On fait un peu un glissé de gauche à droite en reprenant une zone centrale qui va être traitée, elle, deux fois, mais pour des raisons de sécurité. Voilà. Parfait, je pense que ça a bien répondu à la question. Alors maintenant, je vais aborder les outils complémentaires. Alors, c'est important de savoir à quel moment ils le sont, avant ou après traitement, et dans quel type d'infestation. Alors là, ça rend vraiment inutile tous les sondages qui sont destructeurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, ils ne savent pas si c'est infesté. On va vous arranger, on va vous arracher du bardage extérieur, on va vous arracher du placo à l'intérieur. Ça sert à rien. Voilà. Il faut toujours garder à l'esprit quand on veut faire un traitement à air chaud que tout ce qui est démonté pourra être éventuellement conservé. Donc, si vous démontez, par pitié, vous démontez proprement. Voilà. Le bois qui est, par exemple, qui est infesté que vous démontez, il peut être pris un tout petit peu par la mérule, on le met dans la zone de chauffe et on le remet en place par la suite. Voilà. Alors, si c'est une planche à 4 sous, bien évidemment non. Mais si c'est un bois qui est sculpté, etc., ça vaut peut-être le coup là, de le garder. Alors, ça, c'est extrêmement important. Euh, Avant de faire un traitement par air chaud ou par chimie, il faut toujours identifier formellement le champignon lignivore. Alors, il n'y a pas 36 façons de se faire, c'est toujours sous microscope. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les champignons lignivores, si vous leur supprimez les arrivées d'eau, ils vont tous mourir. Donc, il n'y a pas besoin de faire de traitement à air chaud, il n'y a pas besoin de faire de traitement chimique. La mérule, c'est une exception. La mérule, si vous supprimez les arrivées d'eau, elle va toujours rester vivante, et ce pendant 100 ans. C'est ce que la littérature indique. Euh, et c'est la raison pour laquelle on fait un traitement curatif uniquement contre la mérule pleureuse. Donc ça, c'est super important. Euh, la détermination de l'espèce ne peut se faire que sous microscope parce qu'il faut à la fois des ifs dithymiques, des ifs bouclés et des spores ovoïdes. C'est ces trois facteurs-là qui font que c'est une mérule pleureuse. Alors, je l'abordais tout à l'heure, il faut toujours supprimer les arrivées d'eau avant de faire un traitement fongicide, hein, que ce soit chimique ou air chaud, c'est toujours pareil. Et il ne faut pas confondre non plus le type du millimètre. Alors, il y a l'humidimètre à bois, ici. Donc, on va mesurer la résistance de passage entre les deux pointes. Et puis, il y a l'humidimètre capacitif qui, lui, est dédié à la maçonnerie. Ne pas utiliser l'un pour l'autre. Alors, l'écueil, et ça, c'est valable aussi pour la mérule, c'est que moi, j'ai beaucoup d'experts qui viennent dans une maison, ils prennent leur humidimètre, puis ils disent, bah, là, c'est humide. Hop, là, il y a de la mérule. Là, c'est humide, là, il y a de la mérule. Là, c'est pas humide, il n'y a pas de mérule. Alors, c'est absolument faux. Pourquoi? Parce qu'une mérule, elle peut pomper l'eau dans un mur et l'acheminer sur des bois qui sont secs. Elle va humidifier le bois, et donc, vous prenez votre humidimètre, la mérule sera passée, le bois sera sec. Bon, rappelez-vous, on parle de pourriture cubique, ou sèche, ou brune. Donc, euh, l'humidimètre, c'est bien pour savoir si oui ou non on a une température, on a une humidité surfacique supérieure à 25-35%. Une fois qu'elle est installée, votre mur il a 5%, la mérule pompe les 5%. Voilà. Alors, ensuite, là, c'est l'outil le plus important, c'est le sapromètre. Alors lui, on va pouvoir mesurer l'intégrité mécanique des bois suite à une dégradation par la mérule ou non. Donc en fait, il va envoyer, on le voit ici, cet appareil-là, on le positionne là, contre le bois, et vous voyez là, il a mis vraiment la jonction dans la bout de poutre.
La poutre est très bonne hein, à l'extérieur, elle ne présente pas de dégradation majeure. Et ça va envoyer une mèche de 2 mm de diamètre, on la voit ici, et on va mesurer simultanément deux paramètres. La résistance à l'avancement de la mèche, donc on va mesurer la densité, et la résistance à l'arrachement des fibres de bois à la mesure du. Alors ce qui est génial avec cet appareil-là, c'est qu'on va aller pouvoir sonder les poutres sans pour autant tout détruire, et surtout, ça va nous donner une courbe. Donc, ça va nous quantifier la résistance mécanique des bois. Alors, il y a beaucoup d'experts, pareil, ils prennent une perceuse, ils prennent une mèche à bois, et puis, hop, je te perce, et puis je fais 4-5 poutres, je suis dans le plat, je suis dans les pointes, je suis dans machin. Alors, la première fois, la mèche, elle perce bien, bah, le bois, oui, il est dégradé, on fait 15-20 trous, la mèche, elle est brasée, et puis après, elle avance plus, et puis le bois, il est bon, puis le bois, en fait, il est vraiment pourri. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça permet vraiment d'apporter quelque chose de purement objectif et quantifiable. Donc ça, c'est génial parce alors, on peut cartographier le bâtiment justement à l'aide de ça. Alors ça, c'est une prise de vue à la caméra thermique après le traitement à air chaud. Donc ça vous donne les températures surfaciques. Mais ce qu'on voit, là, on est sur un plâtre euh, sous la tille et on voit les poutres, on voit les salives. Donc généralement, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je suis dans un château, après traitement, si on n'a pas fait une cartographie au sapromètre avant traitement, on cartographie ça à la caméra thermique. Je mets un repère. Ensuite, on vient avec le sapromètre et on va sonder toutes les poutres. On sait celles qu'il faut changer de celles qui ne le sont pas. Voilà. Alors démonter quand c'est pourri derrière, ça vaut le coup. Démonter si c'est pas pourri derrière, c'est perdu, hein. C'est de l'argent perdu en l'air, mis par les fenêtres. Donc le sapromètre, on peut soit l'utiliser avant de faire le traitement à air chaud. Donc là, alors par contre, ça va générer pas mal de petits trous dans les plafonds, mais on cartographie comme ça quelles sont les zones infestées de celles qui ne le sont pas. Et ensuite, moi, je peux traiter vraiment qu'une partie du bâtiment et pas le bâtiment en intégrité. Et ensuite, si le bâtiment est réputé totalement être infesté, ben, on peut avoir, si vous voulez, des poutres qui sont infestées, mais sans pour autant que leur propriété mécanique soit remise en cause. Voilà. Je rappelle une chose, c'est qu'avec le traitement air chaud, on peut conserver des bois. Donc ça, c'est pour l'INADEC, ça vous concerne pas, c'est une mesure auditive, c'est un amplificateur d'écoute qui, quand les larves grignotent dans le bois, dévorent le bois, bah, on les entend et on a un signal sonore. Bon, euh, là, ça concerne toujours les hélix et ça, le traitement, euh, comment dire, à la spectrométrie de masse pour voir si les bois, parce on peut intervenir sur les maisons, notamment toujours dans les hélix, et puis on ne sait pas si elles ont été traitées préventivement ou pas. Donc on fait une recherche à la spectrométrie de masse et on va mettre en évidence. Donc là, propiconazole, taubuconazole, ce sont des antifongiques. Et permétrine, cypermétrine, c'est des anti-insecticides. Voilà. Donc là, je vous ai fait un tableau synoptique. Euh, donc face à une infestation, première chose, on détermine l'espèce. Pour déterminer l'espèce, on fait une analyse en laboratoire et on va mesurer le taux d'humidité. Si le taux d'humidité il est super important, 80-90%, c'est rare que ça soit une mérule, ça va être un coniophore, un anthrodia. Une mérule, ça va être entre 25 et 35%, donc à des taux relativement faibles. Bon. Peu importe l'espèce, on va toujours supprimer les sources d'humidité de confinement. Donc là, on va mettre en place les mesures préventives et conservatoires. C'est ça qui va pérenniser le bâtiment euh, dans le futur. Une fois que ça s'est mis en place, on contrôle l'efficacité de la suppression des méthodologies de suppression des sources par un contrôle, par du mesure du taux d'humidité post-traitement. Si c'est un champignon ou mérule, on peut utiliser le sapromètre pour vérifier l'intégrité mécanique des bois, parce que si ce n'est pas une mérule, un conifère des bois peut vous détruire une poutre également. Donc ça, pour des raisons de sécurité. Donc, une fois qu'on a fini ça, bah, on remplace, on consolide les bois, c'est fini. Si c'est une mérule, donc confirmé en labo, on fait un traitement, on va envisager impérativement un traitement.
Si la zone infestée, elle est inconnue, on peut faire une cartographie au sapromètre. En même temps, on vérifie l'intégrité des bois, on cartographie l'infestation et on applique le traitement à la zone définie. Si la zone infestée est connue, on applique le traitement, on passe à la caméra thermique, on repère les poutres, on fait une cartographie des solives, au sapromètre et on remplace. Voilà. Ça permet de traiter un bâtiment sans rien casser, d'une part, et sans mettre en péril les occupants. Voilà, pas prendre une poutre ou une charpente sur la tête, parce qu'on a traité par air chaud, on a mis tout en conservation, mais il faut quand même vérifier l'intégrité mécanique des bois. Donc ça, c'est pour les ILX. Alors là, vous avez quelques cas pratiques. C'est la villa Perrusson dans le 71. Donc c'est un site classé MH. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a deux foyers d'infestation qui sont distincts. On en avait un ici, dans cette pièce-là, le balcon terrasse qui fuyait, et puis une ici, au niveau du balcon. Alors, c'est un super bâtiment, hein, c'est un ancien faïencier et un ancien ébéniste. Donc, c'était une maison qui leur servait de showroom, hein, tout est vraiment super chouette. Alors, ici, on avait un plafond en croisillon et avec des faïences. Et tout ça, bah, c'était infesté par la mérule. Voilà, on était ici, avec le balcon. Donc, c'est le plafond qui était ici et là. Et puis, cette chambre-là, l'autre partie qui est à traiter, avec notamment la partie en cave. Donc, on a mis en place le SAS. On voit ici toute une structure. Donc, c'est une structure métal-bois. Alors, il y a un minimum de forage, hein. Tout ça, c'est sans forage dans le bâtiment. On a juste ces points ici et là. Donc, on fait vraiment le minimum de trous et entre les briques. Et ensuite, on met des colonnes ascendantes et descendantes qui vont acheminer l'air chaud. Voilà. Donc là, vous avez une idée un peu sur le truc. Donc, on contourne le bâtiment sans l'endommager. Et là, on voit les systèmes qui sont en place. Donc, la centrale de supervision, un système, ici aussi, avec le bâchage. Voilà. Donc là, c'est l'autre château qui était dans l'Alsace, c'est à Borch. Donc là, on est à 1200 mètres carrés de plancher. Tous les planchers intermédiaires en bois et avec également des colombages dans, dans, dans en façade, plein de chiens assis, etc. Donc là, oui, c'est de l'amusement parce qu'on est obligé de faire des retours étanches sous toiture. Donc c'est très compliqué. Donc voilà. Mais bon, moi, sur un bâtiment comme ça, enfin, je veux dire, je m'éclate, quoi. Enfin, voilà, c'est chacun sa tasse de thé. Donc là, on voit le derrière du bâtiment, et là, on voit le devant. Pardon. Là, ici, on voit le devant avec les machines. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de kilowatts, j'étais à peu près à 3000 kilowatts en puissance calorique. Euh, donc j'ai pu traiter tout en une seule fois. Voilà. Bon, ce qui n'est pas suffisamment le cas. En fait, ce qui va enfin, ce qui va faire que je puisse traiter le bâtiment en une seule fois ou en deux fois, c'est l'accès aussi par les fenêtres, parce que je peux avoir des fenêtres de moins 70 centimètres de largeur, et auquel cas je ne peux pas passer mes conduites. Donc, généralement, si par exemple, si à ce niveau-là, j'ai qu'une seule ouverture là, bah, je vais traiter le bâtiment là, et puis là-bas. Mais ici, moi, j'ai pu mettre un chauffage pour traiter ça, et derrière, il y a un autre chauffage qui va traiter l'autre partie. Voilà. Bah, ça dépend vraiment de la conformation des bâtiments. Donc là, c'est un chantier plus modeste. C'est pas loin, c'est à 150 mètres de chez moi. Donc, j'ai traversé tout l'immeuble dans le couloir pour descendre en cave, parce que toute l'infestation est en rez-de-chaussée. Donc là, vous avez un chauffage qui descend en cave et un ici qui passe par la fenêtre. Bon, on voit pas là, qui va traiter l'appartement du rez-de-chaussée. Là, c'est de l'année que j'ai fait à Gérardmer. Donc, on est en pleine ville, hein, c'est une rue commerçante. Donc, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure où toute la façade est infestée. Alors, on voit un petit peu là, mais il y a un balcon là et ici. Balcon prenait l'eau par cette fenêtre-là et par là. Et en dessous, on avait une ancienne pharmacie et un magasin de chaussures. Et tout était infesté de mérules. Alors, j'ai pu traiter que la partie avant du bâtiment en mettant en place des cloisons euh, au milieu des pièces, en reculant à peu près de 4 à 5 mètres par rapport à ce mur de façade-là.
Là, c'est un chantier au Havre, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Et là, c'est un autre chantier. Alors celui-là, c'est vraiment une maison où tout était vraiment pourri de mérule. Il y avait plus de plancher et obligé pour le propriétaire. Alors, il aurait pu la raser. Je pense qu'il aurait rasé. Il y avait vraiment plus rien à sauver. Mais par contre, toute cette partie-là du bâtiment était habitée et ne lui appartenait pas. Et on avait cette maison-là, en fait, il n'y avait pas de mur d'orfan. Euh, il y avait des pièces qui partaient dans un sens et dans l'autre. Donc, il a fallu traiter toute maison pour permettre aux voisins de continuer à habiter dans la maison. Voilà. Et là, vous voyez, donc c'est une grosse nacelle, celle-là, elle monte à 36 mètres, donc ça me permet d'aller traiter des bâtiments assez hauts et avec beaucoup de déports. Alors, en conclusion, euh, en France, aujourd'hui, beaucoup d'experts, ils ont recours à ce qu'ils connaissent, hein, donc c'est-à-dire de la chimie. Donc, on va démolir, reconstruire, ça va être chronophage, ça va être onéreux. Le tout, in fine, pour appliquer des produits de chimie de synthèse euh, qui sont même pas curatifs. Parce que si à la base, on veut détruire le champignon, on va tout casser dans la maison pour aller injecter un produit qui n'a même pas de propriété curative, mais qui est uniquement préventif. Euh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Euh, ça, c'est à tout à chacun de prendre cette décision-là. Euh, En tout cas, pour ma part, je pense que le traitement à air chaud, ce qui est dommageable aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'experts qui me contactent quand le traitement chimique coûte trop cher ou quand le traitement chimique n'est pas possible. Parce que, par exemple, le chantier du mois de décembre, la maison qui était infestée dans le vide sanitaire, elle est sous une dalle. Donc, maison complètement maçonnée, hein. C'est pas possible d'aller injecter la dalle par voie chimique. Donc, on rase la maison. Mais la chimie aurait été possible. On aura fait de la chimie, mais on n'a pas fait de l'air chaud. Bon. Parce que l'air chaud, on va rien casser, on va être curatif. Et l'idée, c'est qu'on fait un reset du bâtiment. On vient, alors ça fait un gros chantier, il y a des grosses machines à l'extérieur, il y a beaucoup de contraintes pour la société qui fait le traitement par air chaud. Mais derrière, en fait, il y a peu de contraintes pour le propriétaire, si ce n'est que de libérer les lieux et de vider les meubles dans la maison qu'on va traiter. Voilà. Euh, Et en général, ça coûte entre 70 à 80% moins cher que le traitement chimique. Voilà. Donc, pour se résumer, traitement air chaud, euh, curatif sans restriction, c'est biologique, on ne respire pas de produits, c'est économique, non invasif, donc non destructeur. Ça permet de conserver l'ensemble des matériaux du bâtiment et notamment les bois, et c'est garanti en responsabilité civile et sénale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, je suis la seule société à avoir une garantie en responsabilité civile décennale sur le traitement de la merlue. Voilà. Alors, c'est une fierté pour moi et c'est aussi en fait, personnellement, moi, ma maison, elle était infestée par la mérule j'ai acheté une maison en 2010, elle était infestée, j'ai découvert ça en 2016, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et très sincèrement, moi, ça me faisait mal de mettre 180 000 euros dans des travaux, pour quelque chose qui n'était pas garanti, ou qui était garanti de 2 ans en réinjection. Si jamais ça venait, ça réapparaissait, il y avait une résurgence, je remettais encore les travaux de démolition et de reconstruction derrière pour qu'on me réinjecte. Donc, j'avais pas forcément envie. Alors, avoir une garantie en RCD, pour moi, oui, c'est une fierté parce que c'est signe déjà que mon traitement, il est efficace parce que vous vous doutez bien que aucun assureur va m'assurer euh, sur un château, euh, sur un château comme ça. Si ça serait pas efficace, parce qu'une fois qu'il est réhabilité, on dépasse les 5-6 millions d'euros. Donc, voilà. Donc c'est une fierté, et puis c'est un gage de qualité pour mes clients. Voilà. Alors, vous retrouverez ici le laboratoire Abarco Expertise qui lui, m'a donné des informations sur le sapromètre et sur les outils. Sapromètre, j'en ai commandé un parce que dans mon quotidien, c'est important. Je devrais l'avoir d'ici 2 à 3 mois.
Et ici, bah, vous avez mes coordonnées directes, donc vous avez mon site internet, vous avez mes coordonnées, mon portable, mon mail. N'hésitez pas à me contacter, hein, il n'y a pas de souci. Et cette présentation-là, je l'ai donnée à Marie-Hélène sous format PDF, que vous l'ayez. Si vous vient même par la suite des questions, vous me contactez par mail, je pense que c'est le plus simple. On peut se faire une visio. Enfin voilà, je suis ouvert vraiment à toute question. Voilà. J'espère que ça n'a pas été très long. Je pense que c'était très long. Mais c'est compliqué de donner une bonne information sans avoir les détails. Voilà. Excellent, ben merci beaucoup. Là, je vois qu'il apparaît peut-être des questions dans la section discussion, mais si vous êtes à l'aise, là, je vous inviterais peut-être à tour, à tour de rôle là, à les poser directement. Puis je pense que ça va être plus intéressant comme ça. On avait, je peux peut-être nommer Patrick. Est-ce que c'est Patrick Champagne? Je Oui, c'est le moi. connaissais? Ah, OK. Voulez-vous poser votre Bonjour. question directement? Oui, ben oui, tout à fait. En fait, merci beaucoup pour la présentation. C'est très Je vous en intéressant. prie. Euh, c'est bien de voir le regroupement des études qui ont été faites là-dessus. Moi, pour ma part, j'y crois à 100% là, pour connaître la température qui est requise pour éradiquer les différentes espèces de mérules, mais j'ai Mhm. pas trouvé à date d'études qui en fait, nous permet de savoir à quelle température la spore des différentes espèces s'est affectée. Tu sais, j'ai vu les conditions de croissance sur les différentes structures, Ouais, ouais. mais j'ai pas vu spécifiquement sur les spores. Alors, il y a eu de nombreuses études. Alors, attendez, je fasse pas de bêtises. Euh, J'aimerais bien sortir de ça. Attendez, c'est pas mon fort par contre informatique, hein, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça là. Hop, OK. Je vais vous mettre. J'ai fait un mémento en fait sur le traitement par air chaud. Euh, et dedans, alors, tac. Alors, j'ai un mémento. Alors, je vous le donnerai aussi. Alors, il n'est pas à jour, hein. Euh, de toute façon, je l'ai donné à Marie-Hélène. Elle pourrait vous le redonner. Alors, j'ai pas voulu vous le présenter parce qu'il est très long, hein, ça fait 60 pages. Alors, par contre, je me suis attaché à reprendre toutes les études qui avaient été faites en laboratoire et in situ sur les couples température-durée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mérule pleureuse, à partir de 40 degrés en boîte de pétri, elle peut déjà mourir. Donc, quand l'Institut de technologie du Danemark il est arrivé aux 50 degrés pendant 16 heures au cœur des maçonneries, on est vraiment dans les conditions les plus drastiques. Alors attention, dans votre discours, vous me parlez de sport et de mycélium. À 50 degrés pendant 16 heures, on tue le mycélium, on ne tue pas les spores. Les spores, pour les tuer par air chaud, il faudrait apporter une température de 80 degrés pendant 10 heures en température ambiante, hein, pas dans les matériaux, puisque les spores sont en milieu ambiant. Bon. Mhm. Ce qu'il faut surtout s'atteler, c'est pas aux spores, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt au mycélium. Parce que c'est le mycélium qui, lui, est dans les murs, et les spores, si vous les éradiquez complètement dans un bâtiment, vous ouvrez vos fenêtres et il y en a qui rentrent. Donc, il faut vraiment obtenir les 50 degrés pendant 16 heures. Et ça, je pense que c'est vraiment un couple température-durée qui est drastique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse, mais dans le Absolument. mémento que je vous communiquerai, il y a toutes les études. Je crois que les premières études elles datent du début du 20e. Hein. Oui, 1935. Ouais. C'est Falk, je crois. Alors après, il y a eu des méta-analyses effectivement qui ont été faites au niveau de l'Europe, mais ça concerne l'ensemble des champignons lignivores. Ça reprenait les conditions de croissance, les conditions d'humidité, des températures, de germination, d'installation, de développement. C'est vrai que chaque espèce a ses propres conditions. Alors, l'autre point, c'est que vous me parliez de mérules. Alors, effectivement, il y en a deux. Il y a deux espèces de mérules.
il y a Serpula lacrymans, c'est la mérule pleureuse, la mérule qui habite dans les maisons. Et ensuite, on a Serpula imantioïde, ou ce qu'on appelle, nous, chez nous, la mérule sauvage ou la mérule des bois. Alors, moi, le problème, c'est que quand je fais faire une analyse, par exemple, aux gens, ils me disent, bah, c'est pas une Serpula lacrymans que j'ai, c'est une Serpula imantioïde. Alors, c'est bête et chou, mais la norme, elle ne traite que de Serpula lacrymans. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Serpula imantioïde, elle meurt dans les mêmes conditions. Simplement, ça lui est permissif de vivre à l'extérieur des bâtiments parce qu'elle résiste plus au différentiel de température. Voilà. Mais quand j'ai, par exemple, une Serpula imantioïde chez quelqu'un, je ne peux pas lui donner une assurance en responsabilité civile décennale. Parce que la norme ne parle que de Serpula lacrymans, c'est pas d'imantioïde. Voilà. Mais hormis ces deux espèces-là, il n'y a pas d'autres mérules, hein. Voilà. Bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir sur ce qui vient d'être dit? Qui ont d'autres questions? Faut pas de timide, hein, toutes les questions sont les bienvenues. Dans... J'en aurais peut-être une petite. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, j'entends bien. Oui, super. Merci pour la présentation, encore une fois, très Je vous en prie. appréciée. Je me demandais, ça a peut-être été dit en début de présentation, quand vient le temps de la construction d'un bâtiment quelconque, est-ce qu'il y a des mesures préventives que vous conseilleriez ou qu'en tout cas des bonnes pratiques à mettre en application pour éviter l'infestation de ce champignon-là spécifiquement ou Ouais. Alors, si c'est de la construction neuve, alors si vous avez des murs enterrés, maçonnerie, euh, je pense à une maison ossature en maçonnerie et puis mur d'élévation en bois, hein, je pense que c'est beaucoup comme ça que vous construisez dans au Québec. Alors, déjà, tous les murs enterrés, il faut déjà mettre, alors, entre la semelle, la fondation et le premier mur d'élévation, il faut mettre une semelle hydrofuge. C'est un mortier de refuge. On va empêcher la remontée capillaire, donc c'est-à-dire l'ascension d'humidité à travers les fondations dans les murs d'élévation. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter tout ce qui est phénomène de remontée capillaire. Ensuite, on a les infiltrations latérales. Si notre mur il est enterré et qu'on a un terrain comme ça, bah, on va voir l'autre pluie va arriver et puis on va voir les infiltrations latérales. Donc pour y pallier, sur toute la surface du mur enterré, on met un mortier qui est hydrofuge. Il va empêcher l'humidité de passer de l'extérieur, de la terre de remblai en fait, à travers la maçonnerie. Une fois que ce mortier-là, il est mis, nous, en France, ce qu'on met, on met une membrane plastique alvéolaire, c'est ce qu'on appelle un delta MS. Alors lui, alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lui qui assure cette membrane-là plastique, qui assure l'étanchéité, mais non. Et il assure une petite lame d'air, d'où la structure alvéolaire, entre le remblai et l'hydrofuge. D'accord? Et ensuite, au fond de la fouille, bah, on met un drain, euh, on met un drain, etc. et on collecte l'eau. Donc ça, c'est quand on a un bâtiment qui est en construction. Maintenant, si vous mettez un bâtiment bois, il faut toujours assurer que le bois ne soit pas directement en contact avec la maçonnerie, surtout si la maçonnerie est assujettie à l'humidité. Donc il faut toujours mettre une membrane entre la maçonnerie assujettie à l'humidité et le premier rang de bois ou la lisse, hein. Euh, voilà. Mais et dans le vide sanitaire, dans la cave, alors, pour la problématique mérule, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui raisonnent uniquement sur les sources d'eau. Alors moi, je travaille des deux. Je pense en particulier à une maison qui était dans la Normandie, en Normandie, donc très humide. Il y avait des remontées capillaires dans toute la maison. La personne, elle n'avait pas de sous, à la fois pour décaisser jusqu'aux fondations, mettre du mortier et faire une barrière contre les remontées capillaires par injection de résine. Et de toute façon, même si on faisait ça, l'eau, elle aurait remonté quand même par le sol. Donc, je lui ai fait mettre un drain en étoile.
dans chaque pièce, avec un regard, une pompe d'évacuation, de façon à chaque fois que l'humidité remontait du sol, la pompe, les drains le captaient, la pompe l'évacuait et c'était fini. Mais surtout, lui, c'était pour évacuer le trop-plein d'eau. Mais l'humidité, il y en avait. Donc, sur ce qu'on travaille là, c'est la ventilation. Alors, pour exemple, vous avez une cave, alors on peut faire soit des ouvertures passives, donc c'est-à-dire qu'on va faire des ouvertures qui sont vraiment traversantes, hein, il faut générer un courant d'air passant à travers la cave ou de vide sanitaire, ou alors on confine et on met une VMI. Donc une VMI, c'est une ventilation motorisée inversée. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez VMI? Voilà, on va Oui. mettre en place, on va mettre en place une VMI et là on va empêcher qu'il y ait de l'humidité surfacique. C'est-à-dire que pour traiter un bâtiment, ce qu'il ne faut pas se retrouver, c'est avoir un taux d'humidité entre 25 et 35% surfacique. Et, et du confinement. Toujours. Voilà. Les gens ont tendance à laisser un peu de côté cette histoire de ventilation. La ventilation, elle est tout aussi importante pour la germination de la mérule que l'humidité. Voilà. Donc dans l'idéal, il faut que l'une soit palliative à l'autre, mais en général, bah, on n'a pas toujours la possibilité en réhabilitation de mettre en place ces deux mesures-là. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. On avait aussi une question dans la discussion qui demandait, M. Wolfart, à quoi réfère le hydro dans votre nom? Ah, hydro, c'est comme eau. Parce que à la base, quand j'ai monté la société, je voulais traiter, et je traitais les remontées capillaires. Donc, je faisais des injections de résine pour justement éviter la chose qu'on parlait avant, avoir des remontées capillaires dans les murs. Et puis, faute de temps, j'ai abandonné. Donc voilà. Et le mot conseil, c'est aussi, alors il y a hydro home, bon home maison, protect, voilà, pour protéger la maison, et conseil parce que euh, j'aime bien apporter à mes clients une réponse juridique pour ceux qui sont dans le pétrin suite à un litige avec une assurance, avec une entreprise, etc. Donc la notion de conseil pour moi, elle est tout aussi importante parce que quand je me suis retrouvé dans la misère hein, avec ma maison, bah, j'aurais bien aimé tomber sur quelqu'un qui me donne des bons conseils. Voilà.